1954. Les constructeurs aéronautiques d'Europe et des États-Unis expérimentent d'étranges méthodes pour faire décoller les avions verticalement. La firme Bell Aircraft Corporation de Buffalo, dans l'État de New York, décide de risquer sa réputation dans cette compétition. Elle veut absolument réussir à mettre au point un avion à décollage vertical à moindre coût. Résultat, le Bell Air Test Vehicle, ou ATV, construit à partir d'éléments récupérés sur d'autres avions. Le fuselage provient d'un planeur Schweitzer. La voilure est celle d'un Cessna 170 et les réacteurs Fairchild J-44 sont prêtés par l'US Air Force. Engin hybride à l'apparence étrange, c'est également un précieux outil de recherche pour une raison très simple. Ces réacteurs, au centre de gravité, peuvent pivoter sur un arc de 90 degrés. Lorsque les moteurs sont dirigés vers le bas, l'avion vole en sustentation. Quand on les bascule vers l'arrière, il effectue la transition vers le vol horizontal. C'est du moins la théorie. L'ATV effectue son premier vol libre le 16 novembre 1954. Les premiers essais se faisant en sustentation, une simple paire de patins fait office de train d'atterrissage. Le pilote contrôle l'appareil avec les commandes standards d'un avion. Elles sont reliées à un compresseur qui envoie de l'air jusqu'aux vannes situées au bout des ailes et à la queue. En 1955, les ingénieurs de Bell montent sur l'ATV un train d'atterrissage récupéré sur un petit Cessna. Au mois d'avril, l'appareil décolle d'une manière plus conventionnelle. Il démontre qu'il est capable de voler aussi bien horizontalement qu'en vol sustenté. Mais il ne parviendra jamais à effectuer une manœuvre de transition. En altitude, les moteurs ne peuvent fournir la poussée nécessaire et l'idée est finalement abandonnée. Au même moment, Bell pousse le gouvernement américain à financer un chasseur à décollage et atterrissage vertical. L'US Air Force finit par s'intéresser à l'idée et accorde à la firme un contrat pour la construction d'un appareil expérimental destiné à l'étude de la poussée vectorielle. Ce sera le X-14. Le X-14 mesure 7,50 m de long et le pilote est assis dans un cockpit ouvert au-dessus du centre de gravité. Comme l'ATV, il est constitué d'éléments empruntés à d'autres avions. L'empennage est récupéré sur un Beech T-34 et la voilure provient d'un vieux Beech Bonanza. Mais l'appareil n'est pas totalement américain. Il est doté de 2 réacteurs anglais Armstrong Siddeley Viper. Les 2 moteurs sont montés dans le nez de l'avion et les tuyères sortent exactement sous le centre de gravité. Avant le premier vol, les pilotes d'essai doivent se familiariser avec le système de contrôle à réaction. En vol sustenté, un flux d'air sous pression venant des compresseurs des réacteurs s'échappe par des vannes réglables montées en bout d'aile et à l'arrière de l'avion. L'élément principal du X-14 est le mécanisme de poussée vectorielle. En théorie, le principe est très simple. Les gaz éjectés à l'arrière de l'avion peuvent être déviés par des tuyères rotatives. Si celle-ci les dirige vers le bas, l'avion s'élèvera verticalement. Si elle les dirige vers l'arrière, l'avion partira vers l'avant. Du moins, c'est ce qui aurait dû se passer. Or, quand le pilote dirige les tuyères vers le bas, le X-14 refuse obstinément de quitter le sol. Le problème n'a rien à voir avec la gravité. La poussée verticale des réacteurs crée en réalité une zone de basse pression sous la voilure qui aspire littéralement l'avion vers le sol. Les ingénieurs de Bell imaginent alors une nouvelle solution très simple.
il rallonge le train d'atterrissage. Des jambes de train plus longues sont ajoutées, l'avion est surélevé, et le 17 février 1957, le X-14 s'élève enfin dans le ciel. Le premier vol sustenté libre est un succès. Le X-14 semble défier les lois de la gravitation en se déplaçant gracieusement le long de la piste. La simple réorientation des gaz des réacteurs s'avère un excellent moyen de maintenir un avion en sustentation. La théorie de la poussée vectorielle est démontrée, et alors que le Bell X-14 approche du bout de la piste, il est ovationné par une équipe enthousiaste de responsables de chez Bell. Pour les ingénieurs et les pilotes d'essai de la firme, la sustentation n'est que la première manche du combat. Le programme ne sera un succès que si l'appareil réussit une manœuvre de transition complète, de la sustentation au vol normal, puis retour en sustentation. La phase suivante des essais doit permettre d'atteindre cet objectif. Avant de se lancer dans une transition complète, des manœuvres partielles sont effectuées à basse altitude au-dessus du terrain. Le pilote oriente doucement l'étuyère, approche de la vitesse de décrochage avant de repasser en vol sustenté. Lorsque les pilotes se sont habitués aux caractéristiques aérodynamiques du X-14, ils se préparent à effectuer une transition complète. Elle a lieu le 24 mai 1957 sur l'aéroport de Niagara Falls. Le passage du vol sustenté au vol aérodynamique s'effectue en moins de 30 secondes. Après avoir atteint une altitude suffisante, le pilote fait un tour de piste et repasse doucement en mode sustenté. Mission accomplie. Le X-14 est remis à l'US Air Force qui, à son tour, le transfère à la NASA. Pendant ce temps, Bell travaille d'arrache-pied à la construction d'un chasseur supersonique sur les bases de son ATV à réacteur basculant. Le projet est dénommé D-188. Enthousiasmé, l'US Air Force décide de financer le programme sous l'appellation XF-109. Avec l'appui de l'Air Force, Bell construit un modèle destiné à la soufflerie et une maquette grandeur nature. Le XF-109 est conçu comme un chasseur supersonique à décollage et atterrissage vertical. La maquette est dotée de 2 moteurs de sustentation montés verticalement derrière le cockpit et de petites ailes hautes. À l'extrémité de ces ailes, des nacelles contenant 2 réacteurs sont installées. Chacune peut pivoter sur 90 degrés. Pendant que Bell se bat pour conserver le budget de construction de son chasseur supersonique, la NASA continue les essais du X-14 et le soumet à la torture dans son laboratoire de recherche à Moffett Field en Californie. En 1959, les réacteurs d'origine, les Viper, sont dépassés. On les remplace par des General Electric J85 plus puissants. La poussée accrue fournit une meilleure portance et plus de puissance au système de contrôle à réaction. Mais elle a aussi la fâcheuse tendance à endommager le sol sous l'appareil. Les ingénieurs de la NASA s'intéressent aux effets produits sur le sol par les réactions d'un avion à décollage vertical. Car si les militaires souhaitent utiliser ce type de chasseur, ils veulent pouvoir opérer à partir de n'importe quel terrain. Les pilotes ne peuvent effectivement pas se permettre d'avoir un avion qui creuse une tranchée là où il va se poser. Les chercheurs de la NASA suggèrent alors l'emploi d'une résine époxy autodurcissante pour prévenir l'érosion des surfaces d'atterrissage. Étalée au sol sur une grande surface, elle fournira une plateforme d'atterrissage solide. En théorie, les unités terrestres peuvent construire des plateformes d'atterrissage là où elles le désirent, pourvu que la surface du sol soit plane. Il suffit alors au pilote d'amener son avion en sustentation au-dessus du grand cercle rose et de se poser. Ces plateformes en résine protègent effectivement le sol. Mais être obligé de se poser sur des lieux prédéterminés réduit considérablement les avantages d'un avion à décollage vertical.
Au début des années 60, la NASA continue de faire voler le X-14 à Moffett Field car elle veut l'utiliser comme banc d'essai volant pour évaluer les domaines de vol des diverses configurations permettant le décollage et atterrissage vertical. Pour y parvenir, ils y installent un système de contrôle à stabilité variable. L'équipement exige l'adjonction d'un jeu supplémentaire de buses à réaction dans le fuselage et les ailes. En 1960, 2 pilotes d'essai britanniques arrivent à la NASA pour une série de vols à bord du X-14. Les 2 hommes, Bill Bedford et Hugh Merriweather, sont tous 2 pilotes d'essai à la firme Hawker. Ils viennent se familiariser avec le vol vertical avant d'essayer un nouvel appareil de leur firme, le Hawker P1127. La conception du fuselage du P1127 est confiée au célèbre père des chasseurs de la firme Hawker, Sidney Cam. Le développement du moteur est dirigé par Stanley Hooker chez Bristol Aero Engine. C'est en mai 1957 que Sidney Cam envoie un courrier à Stanley Hooker. Dans cette lettre, il demande si Bristol s'est déjà penché sur l'étude d'un réacteur spécial pour le décollage et l'atterrissage vertical. La lettre passe ensuite sur le bureau du concepteur de moteur Gordon Lewis. Celui-ci étudie depuis un certain temps les idées du français Michel Vibaud. Il a imaginé un moteur à poussée vectorielle fonctionnant avec 4 compresseurs animés par un jeu d'arbres et de boîtes de renvoi. Lewis simplifie le système en proposant d'orienter le flux par l'intermédiaire de 2 tuyères situées de part et d'autre du moteur. Stanley Hooker transmet l'idée de Lewis au bureau de recherche avancée entre les mains d'un ingénieur brillant appelé Ralph Hooper. Ce dernier commence immédiatement à dessiner un avion autour du moteur de Lewis. Une des premières modifications qu'il propose est d'ajouter 2 tuyères orientables à l'arrière du moteur. C'est sur cette série de croquis que le concept du jump jet prend vie. Le développement du moteur, largement financé sur fonds publics par le biais du programme de développement mutuel d'armement, reçoit l'appellation BE-53. Suivant la tradition Bristol, on lui donne un nom de la mythologie grecque, Pegasus, en français Pégase. Le Pegasus est doté de 4 tuyères orientables, reliées 2 à 2 par une chaîne de motocyclette. Les étages des turbines sont contrarotatifs pour éviter les problèmes de couple gyroscopique. Mais la caractéristique la plus visible du Pegasus est sa dimension. Le Pegasus a probablement été un des premiers réacteurs munis de pales de turbines de grande dimension. C'était une nécessité parce que nous devions fournir assez de poussée pour soulever l'appareil avec un seul moteur. Mais ça provoquait un certain nombre de problèmes. L'un d'eux était que l'entrée d'air était extrêmement étroite et produisait de nombreuses turbulences dans le flux d'air entrant dans le moteur. Nous avons dû mettre au point un système pour absorber les vibrations des aubes de turbine. Au tout début, sur un moteur qui tournait la nuit, j'ai vu l'anneau de ces amortisseurs qui rougeoyait dans le noir. J'ai été assez surpris, mais c'était une indication de la quantité d'énergie nécessaire à la suppression des vibrations des aubes de turbine. À la fin de l'été 1960, le Pegasus est prêt pour le montage dans l'avion. Le moteur est assez récent et ne peut fournir qu'environ 5,5 tonnes de poussée. Une fois le moteur installé et avec une petite quantité de carburant, le P1127 allégé au maximum pèse 5 tonnes. Grâce à ses 10% de poussée supplémentaire par rapport à son poids, l'appareil est prêt pour son premier vol en sustentation.
21 octobre 1960, le P-1127 quitte le sol. Le premier vol sustenté est court et chaotique, mais c'est tout de même un vol sustenté. Le pilote d'essai Bill Bedford, victime d'un accident de voiture un mois auparavant, effectue ce premier vol avec une jambe dans le plâtre. Après avoir ramené l'avion au sol, Bedford s'extirpe difficilement du cockpit pour relater son expérience. Les premiers tests de sustentation du P-1127 ont lieu au-dessus d'une plateforme grillagée pour empêcher la réingestion des gaz chauds dans le moteur, ce qui affecterait les performances de celui-ci. Mais ce qui les limite effectivement, ce sont les filins attachés à la voilure. Une fois ceci enlevé, le P-1127 peut enfin voler en sustentation sans contrainte. Ce premier vol libre a lieu le 19 novembre 1960. En 1961, un second prototype vole en stationnaire au-dessus de la piste de Dunsfold. Hugh Merriweather et Bill Bedford travaillent d'arrache-pied pour réussir la transition entre la sustentation et le vol aérodynamique. Le 12 septembre 1961, un représentant du ministère de la Défense est attendu à Dunsfold pour assister à la première transition. Malheureusement, celui-ci est retardé et au milieu de l'après-midi, il n'est toujours pas là. Impatient, Bill Bedford décide d'effectuer la transition sans plus attendre. Par la suite, Bedford devra expliquer au ministère pourquoi il a effectué la transition en l'absence des représentants officiels. Il dira que l'avion avançait tellement rapidement qu'il n'a pas eu d'autre choix que de passer en vol aérodynamique. Pendant les années 60, les Britanniques ne sont pas les seuls à expérimenter le vol vertical. La firme française Dassault a construit un prototype. Le Balzac, muni de 8 réacteurs de sustentation, n'est pas un concurrent direct du P-1127. Sa conception est à l'opposé de celle de l'appareil anglais. C'est pourquoi, lorsqu'ils sont confrontés à l'occasion du Salon du Bourget de 1963, les enjeux dépassent largement le simple succès devant le grand public. Pendant le vol de démonstration, Bill Bedford perd le contrôle de son appareil. Il s'en sort indemne, mais le train d'atterrissage du P-1127 est endommagé. La cause de l'accident est un bouchon de saleté dans le système hydraulique de contrôle des tuyères. C'est un contretemps embarrassant. Bien que son prototype souffre encore de nombreux ennuis de jeunesse, le bureau d'études de Hawker répond à un appel d'offres de l'OTAN pour la création d'une version supersonique. Les premiers dessins sont tracés par Ralph Hooper en 1961 et le projet est dénommé P-1150. L'OTAN s'intéresse aux avions à décollage et atterrissage vertical, et les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Allemagne décident donc de faire essayer à leurs pilotes le prototype Hawker. En 1964, des pilotes en provenance des 3 pays se rendent en Grande-Bretagne pour une campagne d'essai. Ce groupe international de pilotes expérimentés sera surnommé l'escadron tripartite. Lorsque l'escadron tripartite commence son évaluation, le P-1127 a été considérablement amélioré. Il a également reçu un nom, le Kestrel. La plus grosse amélioration est incontestablement la poussée du réacteur Pegasus. Au moment de l'évaluation, la poussée brute est passée à plus de 7,5 tonnes. La voilure delta rognée du P-1127 a été modifiée plusieurs fois. Les ingénieurs ont finalement choisi une aile en flèche à embout profilé. La campagne d'évaluation tripartite se déroule à la base aérienne de la Royal Air Force de West Raynham. Les pilotes vont mettre le Kestrel à rude épreuve.
D'avril à novembre 1965, les militaires utilisent l'appareil dans des conditions proches de celles d'un escadron opérationnel. Ils décollent et se posent sur l'herbe, volent par mauvais temps et emportent des bombes factices. L'escadron démontre que le Kestrel peut remplir de vraies missions militaires. Mais mieux encore, il prouve que cet avion exceptionnel peut être piloté par des pilotes militaires ordinaires. Pour ce qui est du prototype Hawker, il passe aux yeux de beaucoup pour une machine de cirque au coût prohibitif. On pense que s'il peut effectivement impressionner les foules par ses manœuvres inhabituelles, il n'a aucune utilité pratique. Mais l'évaluation tripartite va tout remettre en question. Les pilotes du Kestrel démontrent que l'avion possède bel et bien un potentiel militaire unique. Un potentiel que le gouvernement britannique a d'ailleurs remarqué. À l'époque où l'escadron tripartite effectue ses vols, la situation politique britannique a considérablement changé. Le Parti travailliste, mené par le Premier ministre Harold Wilson, arrive au pouvoir et entame aussitôt une réévaluation des priorités budgétaires anglaises. Plusieurs projets de défense sont annulés, parmi lesquels le fameux projet de bombardier supersonique TSR-2. Et un autre programme, le chasseur supersonique à décollage et atterrissage vertical de Hawker, qu'on appelle maintenant P-1154. Au moment de l'annulation, le premier prototype est déjà à moitié achevé. Mais si l'annulation du P-1154 déçoit les ingénieurs de chez Hawker, elle va être largement compensée. Le gouvernement travailliste décide en effet de financer le développement du Kestrel subsonique en avion d'attaque pour la RAF. Le nouvel appareil sera dénommé GR-1. Dans la tradition de Hawker, l'appareil reçoit un nom commençant par un H. Il est baptisé Harrier. Mais des améliorations sont indispensables si l'on veut transformer cette machine de recherche en avion d'appui tactique. 2 canons de 30 mm et 5 points d'emport sont ajoutés. La poussée du moteur est encore augmentée et passe à 9,5 tonnes. Les embouts d'ailes sont rallongés de 40 cm et le train d'atterrissage est renforcé. Lorsque le Harrier entre en service dans la RAF, le rôle de Bill Bedford en tant que chef pilote d'essai se termine. Il a participé au programme depuis le tout début, a effectué les premiers essais et a survécu à 2 accidents. Il a volé pour la dernière fois en 1968 et aujourd'hui encore, peu de pilotes en savent autant que lui sur cet avion unique. Vous voyez ici la version biplace pour la Navy du Harrier, propulsée par un moteur Rolls-Royce Pegasus de 10,5 tonnes de poussée. On remarque immédiatement les énormes entrées d'air capables d'aspirer 220 kg d'air à la seconde. Un des aspects les plus importants du décollage vertical est que quand les surfaces aérodynamiques ne servent à rien, il faut des vannes de contrôle à réaction que l'on voit ici, au bout des ailes et à la queue pour diriger l'appareil en vol sustenté et vertical. Le pilote contrôle alors l'attitude et la profondeur par le manche, la direction par le palonnier, l'altitude par les gaz avec une manette supplémentaire pour l'orientation des tuyères de la verticale à l'horizontale. Les entrées d'air ont demandé beaucoup d'astuces pour fonctionner à la fois en vol statique et en vol horizontal à grande vitesse, d'où ces trappes auxiliaires d'aspiration. Vous voyez en dessous un des 2 canons de 30 mm Eden. Puis nous arrivons au cœur du Harrier. Le moteur Rolls-Royce Bristol Pegasus avec ses 4 tuyères orientables qui permettent au pilote une poussée vectorielle depuis la verticale jusqu'à l'horizontale, en passant par n'importe quelle position intermédiaire pour le décollage court, l'atterrissage court ou le vol normal. L'avion peut embarquer une grande variété d'équipements grâce aux 2 points d'emport sous chaque aile et aux 3 autres situés sous le fuselage.
Il y a toute une batterie d'armements possibles, des canons, des roquettes, des bombes, des réservoirs. Vous voyez ici les balancelles conçues pour équilibrer l'appareil sur ces deux trains d'atterrissage bicycles en tandem. Cette partie très importante qui sort ici, ce sont les vannes du système de contrôle à réaction, les pièces qui envoient l'air pour contrôler l'attitude lorsque l'avion est en vol sustenté. Le contrôle de direction illustre parfaitement la simplicité du système de contrôle à réaction pour la sustentation. Par exemple, si je bouge la gouverne dans un sens, la vanne se ferme. Si je la bouge dans l'autre sens, la vanne s'ouvre. Et l'air pousse l'avion dans le sens opposé à celui du flux d'air. C'est ça la force du Harrier, la simplicité de son système de contrôle. Pendant que le Harrier est mis au point pour son entrée en service dans les escadrons de la RAF, les Russes dévoilent un nouvel appareil, le Yak-36. Les Occidentaux l'aperçoivent pour la première fois en 1967. Les observateurs de l'OTAN comprennent rapidement qu'il s'agit d'un avion expérimental et lui donnent un nom de code, le Freehand. Sa conception est assez proche de celle du Bell X-14. Il est doté d'un fuselage avant assez large, de 2 réacteurs et de tuyères orientables sous le centre de gravité. Pour les stratèges occidentaux, le Yak-36 n'est pas en lui-même un véritable danger, mais il représente certainement la première phase d'un programme soviétique plus menaçant. Et tandis que les services de renseignement occidentaux prennent la mesure des derniers développements technologiques soviétiques, les équipages de bombardiers russes aperçoivent pour la première fois le tout dernier avion d'attaque de la RAF. Le Harrier rentre en service dans la Royal Air Force en 1969. Très vite, des escadrons sont déployés le long des frontières orientales de l'Europe. Les militaires pensent que la plupart des bases aériennes de l'OTAN ne survivront pas au premier jour d'une invasion soviétique. Mais pour les escadrilles de Harrier, la résistance des pistes aériennes n'est pas un problème. Les unités opèrent toujours à partir de sites dissimulés profondément dans les forêts de pins allemandes. En cas de conflit, les avions pourraient sortir de la forêt, passer à basse altitude sous la couverture radar ennemie et attaquer les forces du pacte de Varsovie derrière leurs propres lignes. En supposant que les pilotes de Harrier s'en sortent, ils reviendraient vers leurs sites avancés pour se ravitailler, réarmer, et en moins de 30 minutes, ils seraient de nouveau en l'air. Tandis que les pilotes britanniques sont prêts à défendre l'Europe occidentale, leurs homologues américains sont pris dans une lutte sans merci à l'autre bout du monde. Pendant la guerre froide, les États-Unis se sont armés dans la perspective d'une gigantesque bataille contre la plus grosse puissance militaire du monde. Mais alors qu'ils sont prêts à parer à une invasion de l'Europe par les Soviétiques, les militaires américains sont pris à contre-pied et doivent combattre un ennemi invisible dans la jungle vietnamienne. Aucun corps d'armée n'en est plus conscient que les Marines. Ils sont souvent vite dépassés, et il faut plus de 40 minutes aux avions d'appui au sol pour intervenir. L'aviation des Marines sert particulièrement à l'appui des hommes au sol. La plupart des engagements terrestres non préparés ne dépassent pas 30 minutes. Et si on ne peut pas être là en moins de 30 minutes, ce n'est même pas la peine d'y aller. Donc le Marine Corps se devait de fournir des avions aux hommes au sol quand ils en avaient le plus besoin. Dans notre effort constant depuis des années pour mettre au point des avions à haute performance capables de décoller et de se poser verticalement, on avait repéré le Harrier, qui était discrètement développé en Grande-Bretagne. On connaissait déjà les améliorations des performances du Kestrel. Et quand j'ai eu l'occasion de me rendre au salon de Farnborough en 1968, nous avons demandé l'autorisation de voler sur le Harrier. Along with that, we asked for permission to fly the Harrier while we were over there.
Les deux officiers des Marines obtiennent non seulement la permission de voler à bord du Harrier, mais on leur accorde 10 vols chacun. Les vols d'essai sont effectués au centre de Dunsfold, sous le sceau du secret le plus absolu. Pour les États-Unis, l'achat d'un avion de fabrication étrangère est toujours matière à controverse, et les Marines ne tiennent pas du tout à ce que leur visite soit divulguée. Tom Miller et Bud Baker sont des pilotes de haut niveau, mais le Harrier nécessite un certain temps de maîtrise. Les deux hommes se rendent vite compte que le pilotage de l'appareil demande une attention soutenue, même en vol sustenté. Et lorsqu'ils réussissent à le maîtriser, ils en tombent littéralement amoureux. Enthousiasmés par ses performances, ils repartent convaincus que c'est l'avion dont les Marines ont besoin. Il s'agit maintenant de convaincre les décideurs de Washington. L'achat d'un avion étranger n'est pas une idée très appréciée au Congrès. Le colonel Tom Miller se fait l'avocat du Harrier et finit par être convoqué au Congrès pour témoigner. Lors de son intervention, il affirme que l'industrie américaine ne dispose pas de l'avion dont le Marine Corps a besoin. Après une longue bataille, son argumentation finit par convaincre. Le Marine Corps a décidé de l'acheter moyennant 4 modifications sur l'appareil standard de l'ARF. 3 de ces changements n'étaient pas très importants, tandis que le 4e était d'une importance capitale. Première modification, il voulait la bannière étoilée sur les côtés du fuselage au lieu de la cocarde britannique, ce qui se comprenait. Il voulait une radio différente qui nécessitait une antenne différente pour pouvoir communiquer avec les radios portables des Marines au sol. La 3e modification concernait l'horizon artificiel. Ils en voulaient un qui se rapproche de celui auquel ils étaient habitués, le jet horizon. Et la 4e, ça c'était essentiel, c'est qu'ils voulaient pouvoir équiper l'avion de Sidewinder à capteur infrarouge. Ils s'étaient rendu compte dès le début que cet avion pouvait être polyvalent et que ce n'était pas seulement un avion d'attaque au sol comme le pensait la RAF. Celui-ci décélérait rapidement avant de virer brutalement. Le gibier devenait brusquement le chasseur. La VMA 513 est la première escadrille du Marine Corps équipée de Harrier. Elle compte les meilleurs pilotes des Marines, dont beaucoup ont acquis l'expérience du combat au Vietnam. Le Harrier ne ressemble à aucun autre avion qu'ils connaissent. Et preuve de leur talent, ils ne provoquent aucun accident sérieux avec leur nouvelle machine. Mais ce palmarès flatteur crée une fausse sensation de sécurité. Bientôt, des pilotes moins expérimentés prennent les commandes du Harrier et les ennuis commencent. Personne n'essaie de comparer les escadrons de chasse de l'Air Force ou de la Navy ou du Marine Corps à un avion de transport C-9 ou un avion de la TWA ou de United Airlines, parce qu'on sait que les dangers ne sont pas aussi élevés. On sait que la plupart des accidents se produisent lors des décollages et des atterrissages. Si on ramène ça au Harrier, il ne vole pas pendant des heures, mais il fait une quantité incroyable de décollages et d'atterrissages. Ce qui veut dire que les risques d'accident sont beaucoup plus élevés. On ne peut pas parler d'heures de vol, on doit se référer à ce qu'on appelle les sorties. Si vous décollez et atterrissez, c'est une sortie. Si on répertorie tous les avions de la Navy et des Marines dans un ordinateur et que l'on fait des statistiques en se basant sur les sorties, on peut prouver immédiatement que le Harrier n'est pas plus dangereux que n'importe quel avion. Le Harrier n'est pas plus dangereux que n'importe quel autre avion, et en plus, il est beaucoup plus facile à poser sur un navire. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les Marines opèrent à partir des ponts des navires de l'US Navy. En 1975, ils détachent un escadron de 14 Harrier qui doit participer à la dernière croisière de l'immense USS Roosevelt.
Tandis que le Roosevelt effectue sa dernière croisière opérationnelle, les Soviétiques se préparent à dévoiler leur premier porte-avions. Le 18 juillet 1976, le Kiev quitte son chantier naval. À bord du bâtiment se trouve une vingtaine de nouveaux chasseurs à décollage et atterrissage vertical Yak-38. Le navire embarque des avions, mais les Russes ne le dénomment pas porte-avions. Ils l'appellent croiseur d'interception de sous-marins. Ceci pour ne pas violer les dispositions de la Convention de Montreux de 1936 qui interdit le passage du Bosphore à tout porte-avions. Le gouvernement turc ne réagit pas et le premier porte-avions soviétique croise impunément en Méditerranée. Le voyage inaugural du Kiev attire l'attention de la 6e flotte américaine. Les militaires occidentaux s'intéressent tout particulièrement au nouvel avion embarqué soviétique. Des avions patrouilleurs et des hélicoptères suivent le Kiev pour prendre des photos de ces chasseurs bleu-vert. Les avions soviétiques sont rapidement intitulés Forger, selon le code OTAN. Les experts découvrent bientôt que si le Forger est bien un avion à décollage et atterrissage vertical, sa conception est différente du Harrier. Il utilise 2 réacteurs de sustentation montés verticalement juste derrière le cockpit. Le moteur de propulsion est situé au milieu du fuselage. Ce réacteur dispose d'une tuyère orientable et sert aussi à la sustentation. Pendant que les Russes construisent leur aéronaval, la Royal Navy rénove la sienne. En 1977, le dernier porte-avions classique de la Royal Navy est mis à la retraite. Sans gros porte-avions, la Royal Navy se débarrasse de ses avions. Mais l'apparition du Sea Harrier va permettre à la Royal Navy d'opérer à partir de bâtiments plus petits. Elle récupère bientôt sa force aérienne, juste à temps pour faire face. Voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Avril 1982. Le dictateur argentin Leopoldo Galtieri revendique les îles Malouines. Dans la nuit du 2 avril, les troupes argentines envahissent la capitale des îles, Stanley. Incapable de résister, le petit contingent de Royal Marines doit capituler. Le secrétaire d'État à la Défense, Al Haig, tente plusieurs actions diplomatiques. Mais le Premier ministre, Margaret Thatcher, est déterminé à reprendre les Malouines par la force. Au cours du week-end suivant, toute la Royal Navy est sur le pied de guerre. Du jour au lendemain, Portsmouth bouillonne d'activité. La puissance aérienne est essentielle au succès de l'opération, mais la Grande-Bretagne ne dispose pas de piste aérienne dans l'Atlantique Sud et doit donc compter sur ses seuls porte-avions. Pendant que le corps expéditionnaire britannique file vers le sud, les États-Unis affichent une neutralité de bonne loi, du moins officiellement. Mais discrètement, ils fournissent à la Royal Navy du matériel dont elle a fort besoin, notamment des missiles AIM-9L Sidewinder. Au début des hostilités, la Grande-Bretagne ne dispose que de 20 Harrier à bord de ses porte-avions. Plus tard, ce nombre va s'accroître avec l'arrivée des Harrier de la Royal Air Force. Mais entre-temps, la marine britannique travaille sans relâche pour garder ses avions en état opérationnel permanent. Le mois d'avril touche à sa fin et la guerre commence sérieusement. Le 1er mai, les navires britanniques approchant de Port Stanley sont attaqués par des A4 Skyhawk et des Mirage Dagger de la force aérienne argentine. Armés de bombes classiques, les avions argentins fondent sur les bâtiments anglais. Le HMS Alacrity et le HMS Glamorgan sont tous deux touchés au cours de l'attaque. La Royal Navy réplique immédiatement. Équipés de missiles Sidewinder, les Sea Harrier partent en mission de protection aérienne. Au cours de l'après-midi du 1er mai, les Harrier britanniques affrontent les Mirages argentins, chacun tentant de prendre l'avantage sur l'autre. Mais les deux parties conservent leur altitude opérationnelle optimale. Puis, vers la fin de l'après-midi, 2 des Mirages plongent pour attaquer les Sea Harrier. Le lieutenant Paul Barton réussit à passer derrière un des avions argentins. Il lance son Sidewinder.
Le pilote argentin s'éjecte de son avion endommagé. Il sera le premier d'une longue série de victimes du Harrier. Pendant la guerre des Malouines, les pilotes anglais doivent non seulement affronter les chasseurs ennemis, mais aussi composer avec la météo. Pour rendre les opérations plus difficiles encore, les bâtiments doivent évoluer suffisamment loin des îles pour éviter la menace des missiles Exocet lancés par les avions. Les pilotes ne peuvent donc pas se permettre de gâcher du carburant et leur marge de manœuvre est d'autant plus réduite. Avant que les troupes britanniques puissent débarquer dans l'île, les pilotes des Harrier doivent réduire au silence les positions défensives des Argentins. À ce moment de la guerre, les Harrier de la Royal Air Force sont arrivés pour renforcer l'assaut aérien. Mais ces missions d'attaque à basse altitude sont extrêmement dangereuses. Au total, 5 Harrier seront abattus durant le conflit. Dès que l'approvisionnement britannique arrive sur les îles, les troupes au sol commencent à marcher lentement sur Stanley. Entre les troupes britanniques et Stanley se dresse une série de collines et de barrages contrôlés par les Argentins. Un par un, les Anglais avancent sur les collines. L'ultime bataille est menée par les Scott Guards après des combats acharnés. Le 15 juin, les îles Malouines sont de retour dans le giron britannique. Les insulaires et les troupes célèbrent la victoire. Une victoire qui n'aurait pu être acquise sans les Harrier. Aujourd'hui, une nouvelle génération de Harrier équipe la Royal Air Force et le Marine Corps américain. Voici un GR-7 de la Royal Air Force. C'est un des modèles les plus récents de la série Harrier 2. Le programme Harrier 2 a commencé vers le milieu des années 70. Une coopération entre McDonnell Douglas et Hawker Siddeley Aviation, bientôt absorbée dans British Aerospace. L'objectif est de doubler la capacité en charge de la première génération de Harrier. Pour y parvenir, on a introduit des matériaux composites, amélioré le profil des ailes, agrandi les volets et réétudié les entrées d'air. Les Marines ont baptisé leur Harrier amélioré AV-8B. Les escadrilles d'AV-8B vivent leur baptême du feu dans le désert irakien. Mobilisés peu de temps après l'invasion du Koweït par Saddam Hussein, les AV-8B sont les premiers avions tactiques des Marines à arriver sur place. Ces appareils participent au combat dès le premier jour de la guerre. Aux premières lueurs de l'aube du 17 janvier 1991, un avion d'observation allié signale des bombardements d'artillerie irakienne sur la ville frontière de Khafji. 4 AV-8B de l'escadrille VMA 311 du Marine Corps attaquent les batteries d'artillerie irakiennes et entrent ainsi dans l'histoire comme la première unité américaine à utiliser le Harrier au combat. Pendant toute la durée de la guerre, les Harrier fondent sur les positions d'artillerie ennemies, les véhicules blindés, les tranchées, les dépôts d'approvisionnement et les colonnes blindées irakiennes présentes au Koweït. Pour préparer la phase terrestre de la guerre, les escadrilles de Harrier aident à neutraliser les positions irakiennes. Pendant les derniers jours, les pilotes des Marines viennent frapper les dernières poches de résistance pendant que les forces de la coalition foncent sur Kuwait City. J'ai parlé à de nombreux pilotes qui les ont utilisés pendant l'opération Tempête du désert, à propos de leur souplesse à opérer de pratiquement n'importe où. Pendant Tempête du désert,
Ils opéraient depuis des routes, des stades, des petits chemins où il y avait tellement de sable qu'il fallait leur stabiliser le terrain. Mais ils opéraient tout près des troupes qui avançaient vers Kuwait City. Les autres avions ne pouvaient pas faire ça. Le Harrier était beaucoup plus disponible pour les troupes terrestres. Les guerres se gagnent grâce à la mobilité, la souplesse et la surprise. Et donc disposer d'avions Vestol intégrés dans une force aérienne conventionnelle offre de nouvelles possibilités pour faire face à l'inconnu qui est inévitable dans notre monde actuel. Je ne prétends pas que le Harrier, à son stade de développement actuel, est la panacée. Mais parallèlement à une aviation conventionnelle, il se révèle fort utile. Le Vestol est un des concepts opérationnels les moins bien assimilés. On n'en comprend pas très bien le principe et il est sujet à controverse. Seuls les hommes qui les utilisent sont absolument convaincus de ses avantages. Et puis bien sûr, quand tout allait mal au Malouine, et dans le Golfe aussi, l'avion s'est montré exceptionnel dans des circonstances extrêmement difficiles. Parmi les nombreuses idées nées du cerveau des ingénieurs pour tenter de faire voler un avion comme un oiseau-mouche, celle qui a engendré le Harrier est finalement la seule qui ait survécu.